Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui la réforme de la fonction publique. Beaucoup de choses se disent à son propos et il est parfois difficile de s'y retrouver. Aussi, pour vous aider à y voir plus clair, Sud vous propose cette vidéo qui vous permettra d'en connaître les conséquences directes pour vous et à terme pour l'établissement. Alors Slim, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments concernant la réforme de la fonction publique et cette loi qui se prépare? Oui, alors on peut lier les deux, cette loi fonction publique et puis aussi, puisque ça nous concerne en particulier au CNFPT, le rapport qui est sorti en même temps, qui concerne les centres de gestion et le CNFPT. Donc d'abord pour cette loi, donc, elle concerne les trois versants de la fonction publique, à la fois l'extension des possibilités de contractualiser dans la fonction publique. Ça concerne, dans le cadre de restructuration, notamment la mobilité des personnels, qu'elle soit volontaire ou forcée. Elle concerne aussi la question du temps de travail. Il y a un petit codicile dans cet article de cette loi qui permet d'augmenter le temps de travail. Et elle passe aussi par un affaiblissement de toutes les instances qui permettent aux fonctionnaires de participer à travers leurs représentants par rapport à leur carrière, par rapport justement à tout ce qui concerne leurs conditions de travail. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut développer, concernant la contractualisation, la mobilité, est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui, alors ce qu'il faut d'abord dire, c'est que dans les intitulés de tous ces têtes de chapitre sont toujours allés dans le bon sens. On a par exemple concernant la question de la mobilité, un titre qui est « Transformer et simplifier la gestion des ressources humaines pour une action publique efficace ». Alors derrière ces jolis termes, qu'est-ce qui se cache? Eh bien c'est plus de précarité. C'est en particulier l'extension de la contractualisation dans toutes les communes de moins de 1000 habitants. Pour les temps partiels à moins de 50%, on pourra, sans autre justification, prendre des contractuels plutôt que des fonctionnaires. On sait d'ailleurs que souvent, les temps partiels, ce sont les femmes qui les ont. Donc c'est installer une vraie précarité et de précariser en particulier les femmes. En ces temps où on parle d'égalité, y compris d'ailleurs dans cette loi, c'est un mauvais signe. Quand on parle des collectivités de moins de 1000 habitants, ça concerne 75% des communes en France. C'est aussi l'institution, alors précarité des précarités, la contrat dit de projet, c'est-à-dire dont le temps n'est pas déterminé. Ça n'est pas un CDI, c'est un CDD, mais il n'est déterminé que par la durée du projet qui peut être variable. On peut définir le temps d'un projet, mais on sait qu'un projet peut durer plus longtemps ou moins longtemps. On sait en particulier que dans les collectivités, en cas de changement de majorité, très souvent, les nouvelles majorités abandonnent un certain nombre de projets pris antérieurement par la précédente majorité, et donc les personnes pourront être renvoyées. C'est aussi l'extension du contrat au lieu du fonctionnaire, c'est l'extension de la possibilité de recruter des A+, comme contractuels, c'est-à-dire que même les fonctionnaires, tant qu'il en reste, seront donc dirigés par des personnes venant du privé, n'ayant pas forcément la culture du service public et mes connaissances souvent aussi du cadre statutaire dans lequel ils sont amenés à exercer. Ce n'est pas là aussi bon pour le statut et la fonction publique. D'accord. Et pour la contractualisation, ce n'est pas que réservé aux catégories A+. La contractualisation, elle concerne tous les cadres d'emploi? Pour l'instant, ça concerne les A+, de manière plus générale, mais ça a évidemment vocation à s'étendre. Cette loi n'est pas faite pour garder les fonctionnaires, elle est faite pour augmenter un maximum le nombre de contractuels. Alors concernant la mobilité, et notamment la mobilité forcée, est-ce que tu peux nous dire ce que va induire cette loi? Alors, un des éléments de la loi, donc, ce serait plus une mobilité non forcée, en apparence, c'est à travers
la rupture conventionnelle, c'est-à-dire l'employeur, donc l'autorité de la collectivité et l'agent se mettent d'accord pour se séparer, moyennant éventuellement une indemnité, d'ailleurs dont le montant ne sera fixé ultérieurement par décret. Alors je dis, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui déjà dans le privé, hein, ça a été mis en place il y a quelques années dans le privé, la rupture conventionnelle, et on sait comment c'est utilisé, c'est-à-dire qu'on met la pression sur des salariés dont on veut se débarrasser, et plutôt que d'avoir ensuite à payer des indemnités au prud'homme pour ce risque-là, on s'entend sur une somme donnée et les deux se séparent. Mais on voit bien que souvent, ce ne sont pas forcément des débats volontaires, hein, puisque si on met la pression pour faire partir les gens, le choix de la personne est largement amoindri. C'est bien le risque qu'on prend aussi dans la fonction publique, puisque cette rupture conventionnelle concerne les contractuels, mais concerne également les fonctionnaires. Donc la rupture conventionnelle est un des premiers éléments hein, de cette mobilité. Mais alors de manière plus importante, hein, de mobilité, alors pour le coup forcée, c'est les mises à disposition d'office. Dans quel cadre cela se posera une fois que la loi sera votée, si elle est votée, si on n'arrive pas à la stopper? C'est par exemple la privatisation d'un service public, c'est la transformation d'un établissement, d'un service public ou un établissement en EPCI, un établissement industriel et commercial, c'est-à-dire qu'on met dans le champ concurrentiel les fonctionnaires qui, préalablement à ces transformations, occupaient les postes, sont mis à disposition d'office, soit du privé quand on a privatisé, soit de ce nouvel établissement, non pas sous le statut de fonctionnaire, mais sous le statut de contractuel. Donc vous êtes aujourd'hui fonctionnaire, on transforme votre établissement en EPCI, on vous met à disposition de cette nouvelle EPCI sans que vous ayez votre mot à dire, en étant contractuel et non plus fonctionnaire. Et ça, par exemple, au CNFPT, on risque d'être impacté d'ici dans les 2 ans qui viennent. Parce qu'il est prévu justement dans ce fameux rapport dont on parlait tout à l'heure, hein, le rapport parlementaire concernant les centres de gestion et le CNFPT, de transformer justement le CNFPT en EPCI. Et donc, dans 2 ans, peut-être que cette question de mobilité forcée sous un statut contractuel et non pas sous un statut fonctionnaire se posera. Alors, la carrière de ces agents, est-ce qu'elle se poursuit et cette mobilité, elle peut durer combien de temps? Oui, alors la carrière, normalement, la loi prévoit que pendant cette mise à disposition, sa carrière se poursuit. Notamment l'ancienneté, etc. Mais la poursuite de cette carrière, elle reste virtuelle. C'est-à-dire qu'il faut que vous regagniez le service public, que ce soit votre ancienne collectivité ou une autre collectivité ou une autre fonction publique, pour que cette carrière qui se poursuit se concrétise réellement. D'accord. Et alors du coup, cette loi, elle va être, comment dirais-je, mise en œuvre avec des ordonnances. Est-ce que vous pouvez nous parler des ordonnances? On en parlait justement à propos du CNFPT, hein, que sa transformation en EPIC pourrait être prise dans le cadre des ordonnances qui sont prévues dans cette loi, pas que sur le CNFPT, hein, puisque tout ce qui est par exemple les modifications sur les droits au congé maladie, la médecine préventive, etc., il est prévu dans la loi qu'elle soit prise par ordonnance. Alors une ordonnance, qu'est-ce que c'est? C'est que le Parlement habilite, donne autorisation au gouvernement à légiférer, donc à faire des lois, et ces lois sont ensuite validées dans un délai prescrit au Parlement. Mais validées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas discutées. Aujourd'hui, une proposition de loi, elle est discutée dans le Parlement avec possibilité d'amender, d'apporter des transformations au projet d'origine. Dans le cadre des ordonnances, il n'y aura pas d'amendement possible. Donc pas de discussion possible, c'est l'ensemble de la loi qui est votée par le Parlement ou rien. Vu la majorité qu'il y a actuellement, on peut préconiser que la volonté du gouvernement
sera suivi par la majorité parlementaire, donc sans discussion. Et on connaît aujourd'hui les orientations de cette volonté gouvernementale. D'accord, mais alors concernant la mobilité, je reviens dessus parce que c'est une grosse question. On a aujourd'hui des instances qui nous permettent d'avoir la possibilité d'être défendus ou d'avoir des garanties, de garantir nos droits en tout cas. Oui, alors on a des instances, d'abord, même aujourd'hui, il ne faut pas s'illusionner, les instances permettent en tout cas d'avoir un minimum de transparence et d'avoir un droit de regard, que les fonctionnaires aient un droit de regard sur leurs conditions de travail, les modifications qui peuvent impacter leurs conditions de travail et aussi sur leur situation personnelle, notamment la carrière ou notamment les mobilités, que ce soit des détachements, mise à disposition ou transfert d'un poste à un autre. Donc il s'agit aujourd'hui du comité technique, du CHSCT et des CAP. Alors déjà, il y a une première transformation, c'est que les comités techniques vont disparaître, en tout cas dans cette dénomination actuelle et dans les prérogatives qu'elle a aujourd'hui, et va être transformée en conseil social territorial, avec non plus le droit de donner un avis sur les réorganisations, mais juste sur les principes généraux qui seront définis par l'autorité. Donc c'est sur ces principes généraux qu'ils sont donnés un avis, mais pas sur les réorganisations concrètes qui touchent concrètement les personnels. Ensuite, c'est la disparition du CHSCT. Le CHSCT va disparaître. Le CHSCT, c'est quand même l'organe qui, justement, travaille sur les conditions d'hygiène et de sécurité, les conditions de travail des fonctionnaires et des agents publics. Donc elle va disparaître au profit d'une formation spécialisée qui serait rattachée au Conseil social territorial, mais on n'en sait pas plus aujourd'hui, probablement avec des prérogatives moindres, puisque le Conseil social territorial aura déjà des prérogatives moindres par rapport au comité technique tel qu'il existe aujourd'hui. Donc si vous voulez, dans un temps où on modifie de manière considérable les conditions de travail, où on prévoit, puisque cette loi est faite pour des restructurations importantes des services, avec des fusions de services, avec des fusions de collectivités, avec des transformations de PCI, avec de la privatisation, avec, il ne faut pas l'oublier non plus, une charge de travail qui va augmenter, puisqu'on veut supprimer 70 000 postes, donc ça veut dire que la charge de travail des agents qui vont rester sera augmentée. Des pressions aussi qui sont faites pour faire partir les gens, puisque si on veut augmenter le nombre de contractuels, eh bien, il faut faire partir plus rapidement le nombre de fonctionnaires. Donc dans ce contexte qui est générateur de souffrance au travail, de burn-out, de risques psychosociaux dont on parle beaucoup aujourd'hui, eh ben, on démantèle le principal instrument qui permet, sinon de limiter la casse. De limiter la casse, exactement. Et donc ça n'est pas pour rien. Cette fusion, elle est là aussi inscrite dans la loi travail telle qu'elle est passée, et donc ça concerne, donc c'est bien un alignement du droit des salariés vers le moins 10 ans. Donc on diminue aux uns, on dit aux autres, on va vous diminuer aussi, pour de l'égalité, et donc toute la trajectoire, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public, c'est diminuer le droit des salariés. Dernière instance qui va être modifiée, les CAP. Les CAP donc, qui sont là aussi pour donner un avis sur la carrière individuelle des personnels. Donc on n'aura plus d'avis à donner, notamment sur la question des promotions, qui se feront d'ailleurs, alors on parle de transparence, y compris dans ces lois, mais justement, tout ça maintenant se fera dans une opacité totale, qui va bien sûr augmenter le clientélisme, les promotions à la tête du client ou au plus docile, et sans aucune règle régissant réellement l'égalité de traitement auquel nous sommes et tous attachés. Et donc les CAP ne seront plus que des instances de recours. Voilà, si on prend une décision,
il n'y a pas d'avis à donner par les représentants du personnel, donc par les fonctionnaires. Par contre, si vous considérez que ce n'est pas normal, vous pouvez juste faire un recours. Auprès de qui? Auprès des CAP. Les CAP ne deviendront justement que des instances de recours et aussi de recours disciplinaire. C'est un des éléments forts qui restera dans les CAP, c'est la question du disciplinaire. On va en faire pour l'essentiel des conseils de discipline permanents. D'accord. Et donc cette loi parle aussi du temps de travail et de ces 1607 heures. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Donc dans la loi, il est prévu que les accords qu'il y a eu antérieurement dans beaucoup de collectivités, avant 2001, donc accords qui prévoyaient des temps de travail moins importants que ce qui était donc le temps légal, c'est-à-dire les 35 heures. Donc cette référence au protocole mieux-disant sur le temps de travail vont tous disparaître, ce qui fait que nous serons tous obligatoirement à 1607 heures dans l'année, ce qui d'ailleurs correspond à un peu plus que 35 heures par semaine, sans augmentation de salaire. Si on prend le cas du CNFPT, ça nous fera travailler 11 jours de plus dans l'année, c'est-à-dire 11 jours de congés en moins par an. Donc si je récapitule, nous avons actuellement 7 semaines de congés, nous n'en aurons plus que 5. Tu nous as parlé d'un rapport parlementaire évoquant le CNFPT et les CIG. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc ce rapport parlementaire concerne les centres de gestion et le CNFPT. Alors, pour les centres de gestion, il s'agit de leur permettre de se regrouper et de fusionner éventuellement en interdépartemental. Et pour le CNFPT, on l'a évoqué tout à l'heure, la perspective néfaste de le transformer en EPIC. Mais avec ça, c'est aussi de créer un organisme d'employeurs qui viendrait chapeauter le CNFPT. C'est l'organisme qui ferait la collecte de la cotisation et qui ensuite serait chargé de redistribuer cette collecte pour les centres de gestion, pour le CNFPT, pour le Conseil Sup, enfin pour différents organismes, et qui ne seraient plus consacrés exclusivement à la formation des agents de la fonction publique territoriale. En fait, il s'agirait presque d'un MEDEF territorial, donc qui mettrait fin au paritarisme dans la gestion de la formation des fonctionnaires et qui ne serait plus commun que des employeurs, avec le danger en plus de mettre à mal le système de péréquation, c'est-à-dire que la cotisation des grosses collectivités permet également de former les agents des toutes petites collectivités. On parlait tout à l'heure des collectivités de moins de 1000 habitants et qui concernent 75% des communes. On sait à quel point aujourd'hui déjà il y a une vraie tension des grosses collectivités pour dire on verse 1 euro de cotisation, il nous faut 1 euro de formation, mettant à mal aussi la formation des autres fonctionnaires qui travaillent dans les collectivités qui n'ont pas forcément les mêmes moyens. Et donc cette mise en tutelle est un vrai danger pour l'établissement. La transformation en EPIC, pareil, on serait sur un champ concurrentiel, on n'aurait plus de monopole. Et qu'est-ce que deviendraient les formations obligatoires? Est-ce que le privé pourra aussi nous concurrencer sur les formations obligatoires des fonctionnaires? Voilà, il y a toutes ces questions qui se posent et qui posent un vrai problème et un vrai danger pour notre établissement, pour le service public de la formation. Voilà. Donc concrètement, tous les échelons sont mis en œuvre pour reproduire exactement les mêmes procédés qui ont été utilisés pour la privatisation de France Télécom. Oui, tout à fait. Quand le gouvernement dit non, on ne touche pas au statut, en tout cas on ne touche pas au statut des fonctionnaires déjà présents, on ne va pas les renvoyer. Sauf que comment ça s'est passé à France Télécom, comme ça s'est passé à La Poste,
c'est qu'effectivement, on a privatisé. Les fonctionnaires qui étaient là n'avaient plus de carrière, n'avaient plus de progression salariale. Ils étaient figés, mais on embauchait des contractuels et on disait aux fonctionnaires, vous voulez améliorer vos salaires, vous voulez améliorer votre travail, eh ben, abandonnez votre statut de fonctionnaire, devenez contractuel, ou si vous ne le voulez pas, on fera en sorte que vous partiez, de gré ou de force. Et on sait ce que ça a provoqué. On parlait tout à l'heure du CHSCT, l'importance du CHSCT et pourquoi on diminue aujourd'hui son rôle, c'est que ça aboutit à énormément de souffrance au travail et une explosion du nombre de suicides. Les conditions qui sont mises aujourd'hui en place à travers cette loi dans la fonction publique, ce sont celles qui ont été mises en place pour France Télécom avec les dégâts qu'on connaît aujourd'hui. On n'est pas aujourd'hui dans un contexte d'amélioration et donc c'est pour ça qu'il est important, extrêmement important qu'on fasse barrage à cette loi, qu'on se mobilise, aussi nous les fonctionnaires, pour pas que cette loi passe, parce que derrière cette loi, aussi, il y a la réforme des retraites qui se profile et on sait qu'on aura là aussi beaucoup à perdre. Vous savez maintenant pourquoi il faut se mobiliser. Oui, sois paumé, tais-toi, toi le petit fonctionnaire, tu devrais